Entre développement durable et multiplication des mégalopoles dans le monde, notre invité est au cœur des nouveaux défis. Voilà maintenant 4 ans que ce grand serviteur de l'État s'est glissé dans les habits du chef d'entreprise en prenant les rênes d'une société complexe aux multiples paramètres et à la très forte histoire tant économique que sociale. Mais aussi, on va le voir, avec un fantastique potentiel de développement. Alors avec 3,650 milliards de passagers chaque année transportés, plus de 45 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, la RATP fait partie des leaders mondiaux du secteur des transports urbains, rien que de très naturel que son PDG Pierre Mongin soit l'invité justement de leader. Pierre Mongin, est-ce que quand vous étiez directeur de cabinet du Premier ministre, d'un précédent Premier ministre, vous aviez une carte orange avant d'être à la RATP? Est-ce que vous preniez le métro ou... Je sais bien sûr que vous aviez une voiture, mais... Oui, bien sûr, j'ai pris très souvent le métro. Et puisqu'au fond, vous me demandez dans ma vie quelle était ma rencontre avec le métro, peut-être c'est ça aussi. Et moi, j'ai un souvenir très fort. Je suis marseillais, provincial. Et il y avait une tradition dans la famille, c'est que pour chaque enfant, à un moment, les parents nous faisaient découvrir Paris. Et donc, j'ai un souvenir très très vivant, à l'âge de 7 ans, de la découverte du métro de Paris. Pour moi, c'était probablement ce qui marquait le plus Paris. Alors, est-ce que ça a été compliqué de passer de haut fonctionnaire, vous décidiez, vous étiez même au cœur du pouvoir, à chef d'entreprise? Il y en a qui disent que c'est le même métier, d'autres qui disent qu'au contraire, ça n'a rien à voir. Alors, votre regard à vous? Une question difficile, parce que c'est une question finalement très, très intime que vous posez. Je pense que les métiers sont très différents. Les métiers sont très différents parce que quand on est un serviteur de la République, de l'État, ce qui a été le cas dans ma vie professionnelle, avec un choix déterminé de rentrer dans cette voie très jeune, eh bien, on est finalement toujours dans une position d'obéissance. D'obéissance à la loi, d'obéissance à un gouvernement légitime, d'obéissance à des élus qui sont élus par le peuple. Et par conséquent, on est un grand exécutant, mais on n'est pas une autorité de décision. En revanche, lorsqu'on est en charge d'une entreprise, c'est une responsabilité complète, totale. On n'est plus seul? On n'est plus seul. On n'est plus seul, bien qu'on soit en équipe, entouré de gens formidables. Mais le soir, quand je prends mes dossiers pour rentrer à la maison, pas très tôt, et que je m'interroge sur ma journée du jour et la journée du lendemain, là j'ai parfois le sentiment d'être un peu seul avec les responsabilités. Pierre Mongin, on va parler maintenant un peu de la conjoncture. Est-ce que la crise a profité à la RATP? En clair, est-ce que des gens ont abandonné leur voiture de la région parisienne pour venir en transport en commun? Non. La RATP a subi la crise comme tous les acteurs économiques français. Peut-être de quelle manière? Par une baisse du trafic qui nous a évidemment surpris dans nos prévisions, dans nos objectifs, car on était sur une tendance croissante. Nous avons perdu 25 millions de voyageurs l'année dernière. Et pourquoi au contraire? Quand il y a la crise, on prend moins sa voiture, on prend moins de taxis peut-être, non? Sans doute, mais ça n'a pas suffi. En réalité, ces voyageurs en moins, c'est surtout des salariés en moins. Ah oui. Vous savez que les employeurs en Ile-de-France payent la moitié de ce que vous appelez la carte orange, mais qui s'appelle maintenant le Pass Navigo. Pass Navigo, oui, non, je vous rassure, j'en ai un. Et donc, les employeurs payent la moitié. Si vous perdez votre emploi, en général, un certain nombre de salariés choisissent de faire l'économie de leur abonnement. Et par conséquent, on a eu des désabonnements dans cette période liée au chômage. Vous allez investir 1,4 milliard d'euros cette année. Dans quoi exactement? Sur quel Alors ça, c'est un axe très fort de la politique que j'essaye de conduire à la tête de cette entreprise depuis 4 ans. C'est de renforcer les investissements. On avait atteint un niveau insuffisant. Les investissements ont augmenté de 50% en 5 ans. Sur cette seule année, 2010, c'est plus 22%. Et dans la crise, malgré la crise, comme on a par ailleurs assez bien résisté économiquement, nous n'avons jamais baissé la garde en matière d'investissement. C'est quoi alors les investissements cette année? Très concrètement, la moitié de nos investissements, c'est des extensions de réseau. C'est-à-dire une offre de transport supplémentaire que nous offrons aux Franciliens. Par exemple, le prolongement du métro à Aubervilliers ou à Montrouge. Très gros investissement.
qui naturellement sont aidés par l'État et les collectivités publiques. Ensuite, nous avons une deuxième moitié qui se décompose en elle-même, disons, deux quarts. Une première partie qui concerne en réalité l'immobilier, la rénovation des stations par exemple. On avait de très gros travaux à faire, le métro avait vieilli, il fallait rénover les stations, ce que nous faisons très massivement. Et puis par ailleurs, nos espaces en général pour accueillir les voyageurs. Et puis la partie système et matériel roulant. Par exemple, oui, comme Siemens qui est en train de vous équiper la ligne 1 en métro tout automatique comme Météor. Ça, c'est un investissement absolument déterminant et capital pour augmenter la puissance de transport et l'offre à nos voyageurs sur la ligne Est-Ouest la plus importante, avec la ligne A, bien sûr. La ligne 1 sera entièrement automatisée d'ici la fin de 2012. On n'a pas beaucoup de temps, mais sécurité et confort et service aux passagers, c'est aussi une de vos priorités? Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours récurrent, on a l'impression que vous avez raison, mais plus de sécurité et plus de confort. Voilà, mais s'il y a un axe, si vous voulez, que j'ai placé en tête de ma priorité de management, de mon organisation, et qui, je pense, maintenant est parfaitement compris par nos équipes, c'est de toujours placer nos voyageurs en tête des priorités. Au fond, on est passé d'une économie de l'offre, la RATP c'est un très bel outil technique et technologique d'offre de transport, à une économie de la demande. C'est-à-dire qu'on se place du point de vue de nos voyageurs et on essaye de comprendre leurs attentes et de répondre à leurs attentes. Alors on va parler un mot de l'international, on ne le sait pas assez, mais d'abord là pour l'occasion de la Coupe du Monde, il y a le premier RER à Johannesburg fait par la RATP qui a un fort développement à l'international. Vous êtes dans pas mal de villes. Il y a la ligne 4 de Sao Paulo qui a commencé au Brésil, qui a commencé à fonctionner. C'est aussi la RATP qui est derrière, donc ça aussi c'est prioritaire, l'international. Oui, le modèle économique de la RATP change parce que l'Europe va ouvrir à la concurrence d'Île-de-France. Donc pour nous, c'est vital d'aller chercher d'autres marchés, de démontrer notre savoir-faire partout. Et vous citez ce très bel exemple du premier train rapide du continent africain que nous exploitons, nous RATP, on est très fiers de le faire en Afrique du Sud et qui ouvre pour la Coupe du Monde de foot avec un premier tronçon de l'aéroport de Johannesburg au centre-ville. Nous l'avons fait avec nos amis de Bouygues et de Bombardier dans le cadre d'un consortium. C'est eux qui ont construit, nous ne faisons qu'exploiter. Alors, on va parler, bien sûr, vous aurez remarqué qu'il y a quand même un sujet que j'ai pas abordé, puisque Cécile Cornidem, à Concert des Échos, voulait l'aborder. C'est le sujet sur le Grand Paris. La loi vient d'être votée, mais ce n'est que le début, bien sûr, des discussions, d'aucuns diraient les polémiques. Reportage signé Charlotte Grégory, on en parle avec notre invité. Retour en 2007, Nicolas Sarkozy en campagne promet de faire de Paris une des principales métropoles mondiales. Il veut créer un Grand Paris. En 2009, ce projet est confié à Christian Blanc. Le secrétaire d'État veut mettre en place une double boucle de métro automatique de 130 km autour de Paris. Mais dès 2006, Jean-Paul Huchon a lancé l'idée d'une rocade ferroviaire autour de Paris, l'Arc Express. Le président de la région Île-de-France prône un métro centré sur le cœur de l'agglomération, à quelques kilomètres du périphérique. À l'inverse, le projet de Christian Blanc dessert des villes et des pôles plus éloignés de la capitale. Plus rapide, il s'arrête dans moins de gares. Pendant plusieurs mois, c'est donc Arc Express contre Grand 8 et c'est finalement le projet de Christian Blanc qui remporte la bataille. Le prochain rendez-vous est fixé en septembre. Des débats publics et des concertations autour du projet sont prévus. Le débat ne fait que commencer, hein. À mon avis, ça va être un peu rock'n'roll, Cécile. Ben, peut-être que vous allez nous dire ça. Moi, j'ai pas forcément compris ce que disait notre reportage. Est-ce que vraiment le combat entre Grand Paris, qui prévoit un métro automatique qui fait une double boucle sur Paris, et le projet de la région Île-de-France est vraiment tranché? Alors, ce que la loi qui vient d'être promulguée et qui s'impose à tous, naturellement, a décidé, c'est de permettre qu'il se passe un débat public. Ce qui est quelque chose de très complexe. Dans le à février, octobre à février. D'octobre, à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année, un débat public qui sera un moment très fort de la vie démocratique de notre région, au cours duquel toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les associations, les habitants, les élus, pourront s'exprimer sur le tracé. Les deux projets. Et aucun des deux projets n'est écarté, c'est sur les deux projets en même temps. Et au fond, moi j'attends de ce débat, je vais vous dire, qui nous disent le bon projet. Moi, je crois beaucoup. Le projet n'est pas acté, encore rien. Enfin, le principe du projet est voté. Voilà. Il y aura un projet. C'est un peu mi-figue, mi-chèvre, mi-chou. Il est voté et en même temps, il y a un débat public pour peser le pour et le contre de chacun des deux. Ce que la loi définit, ce sont des principes. Il faut
finalement développer l'Île-de-France à partir de nouveaux moyens de transport en banlieue. Ça, c'est un principe que le législateur pose. Bon. Et c'est une obligation de résultat. Sur ces bases, il reste évidemment un travail technique à faire qui est de définir par où on passe. Bon. Ce qui est très important, c'est ce que dit la loi, c'est que c'est un métro automatique. C'est-à-dire un métro qui peut marcher 24 heures sur 24. Comme Météor. Météor, mais plus moderne. Alors à la RATP, on y travaille très activement déjà depuis des mois et on aura sans doute des propositions à faire sur un métro du XXIe siècle qui avec des systèmes extraordinairement performants qui n'existent nulle part ailleurs pour l'instant. Bon. Donc c'est un métro automatique. C'est un métro automatique qui de toute façon va couvrir une grande boucle. D'abord une boucle autour de Paris. Nous avons toujours dit à la RATP que c'était une priorité absolue dans l'intérêt de l'Île-de-France, de son développement et pour mieux désaturer nos réseaux existants. Et ensuite, il est prévu une adjonction dans le projet de Christian Blanc qui va jusqu'au plateau de Saclay. Donc, en fait, une deuxième boucle. Bon. Le projet de la région, Arc Express, lui, est un projet qui est concentré sur le Tour de Paris. Bon. Plus modeste, 2 fois moindre en termes de milliards. Moins long, en tous les cas, avec une ambition d'immédiateté plus grande, etc. Bon. Nous ne voyons, nous, en tant que techniciens, nous ne sommes que des techniciens dans cette affaire, nous ne voyons strictement aucune divergence de fond sur les deux projets. Non, ne croyez pas ça. Mais comment fait une entreprise comme la vôtre? Ça veut dire votre avenir, là, des 20 premières années est engagé. Et vous n'êtes absolument pas, vous pouvez pas agir, vous n'avez pas les leviers. Alors comment vous faites? Vous êtes obligé de ménager un peu la droite et son Grand Paris, un peu la gauche au cas où Huchon marque des points? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. La loi a prévu qu'il y aurait un maître d'ouvrage. Pour la première fois de l'histoire de la RATP, ce ne sera pas la RATP qui construira ce métro. Très important. Qu'il financera. Qui collectera l'argent, la société du Grand Paris. On ne sera pas maître d'ouvrage pour la première fois de l'histoire de la RATP. C'est une entité nouvelle créée par la loi qui s'appelle la Société du Grand Paris, qui est un établissement public de l'État qui sera en charge de cette mission. Cet établissement, bien sûr, il fera appel aux gens qui savent comment on fait. Vous avez eu garantie qu'il n'y a que la RATP de conserver votre monopole sur. Pas du tout. Il y aura des appels d'offres. Il y aura des appels d'offres. Vous croyez que ça avait fait partie de la discussion? Non, mais il y aura une ouverture à la concurrence des ingénieries. Nous sommes tout à fait favorables à cette solution, qui est une solution dans laquelle nous ferons nos preuves et nous apporterons nos solutions qui seront celles que souhaiteront les élus à travers la Société du Grand Paris. Donc vous n'essayez pas de peser en disant bah là il faudrait, parce que par exemple dans votre audition devant le Sénat, vous avez sous-entendu que les 40 gares que prévoyait le Grand Paris, c'était peut-être pas tout à fait suffisant. Donc vous essayez quand même de dire bah nous on pense que là il y a plus de demandes. Vous avez raison. Vous avez l'expertise quand même. Bien entendu. Chaque fois qu'on est interrogé et qu'on nous le demande, nous donnons notre avis. Voilà. Et je peux vous dire qu'on a eu un certain nombre de conversations très précises, plus que des conversations. On a même remis des documents de travail à leur demande, soit au STIF, soit à l'État. C'est le syndicat des transports d'Île-de-France. Le préside Jean-Paul Huchon, président de la région. Donc on leur a fourni des informations et des éléments techniques qu'ils nous demandaient pour nourrir leur débat. On en fournit également, naturellement, au secrétaire d'État, M. Christian Blanc, qui s'appuie très largement sur l'expertise de la RATP. Bon. Mais nous sommes respectueux de la démocratie, il y a une loi, la loi a prévu qu'il y aura un débat public, ce débat public met en confrontation en quelque sorte deux projets. Pour nous, techniquement, on sait expliquer qu'en réalité ils peuvent se rejoindre sur à peu près 80% de leur substance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, vous avez beaucoup dit, il n'y a pas eu assez d'investissement public ces 30 dernières années, le réseau est très fragile aujourd'hui en Île-de-France, pour dire que c'est cette guerre entre l'État plutôt à droite, cette région socialiste qui a fait que ça a stérilisé tous les projets? Non, je ne dirais pas ça, parce que quand on parle de 30 ans, on a eu des configurations politiques tout à fait différentes. C'est les 10 dernières années que le réseau s'est vraiment détérioré? Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On peut dire qu'en réalité, comme il faut à peu près 10 ans pour qu'un investissement décidé rentre en application, effectivement, on a 10 ans de retard. Bon. Mais le choix, finalement, de faire des investissements pour les transports doit être un choix continu en Île-de-France. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas faire du stop and go tous les 30 ans. Il faut régulièrement améliorer les choses. C'est ce qu'on s'efforce de faire pour notre part. La RATP n'a jamais autant investi. Je vous rappelle 1,4 milliard d'euros cette année. On a été un élément important du plan de soutien de l'économie l'année dernière. Donc je pense qu'il faut que les autorités en charge, c'est-à-dire la région et le STIF, fassent la même chose, et que l'État apporte son appui. Voilà, il ne faut jamais arrêter. Ça coûte combien un kilomètre?
en Ile-de-France. 1 kilomètre de métro en infrastructure, c'est à peu près 100 millions d'euros. Est-ce que vous êtes réceptif à cet argument de Jean Puluchon qui dit si on met 25 milliards sur une nouvelle double boucle, eh ben c'est autant qu'on met de moins pour la rénovation du réseau existant qui est quand même pas en très bon état? Oui, il faut mener les deux de front. Là, nous sommes Le Grand Paris, c'est vraiment, on met tout sur quelque chose de nouveau. Pas tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que le Grand Paris doit être l'occasion probablement de préciser un recadrage des priorités avec la région. C'est ce que pour ce qui est de la RATP, nous allons faire avec Jean Puluchon dans quelques semaines, mais également pour l'État. Bon, l'État n'a pas assez investi, il faut être clair sur ce sujet. Donc nous sommes évidemment dans l'attente de ces décisions concernant ce Grand Paris. Donc le Grand Paris, c'est pas à la place d'eux, ça doit être en plus, sinon ça n'a aucun sens, je suis d'accord avec vous. Et c'est bien dans cet esprit que le Président de la République travaille en ce moment sur ce projet. Merci beaucoup. Alors, d'une loi à l'autre est en ce moment discutée et votée la loi sur la réforme des chambres de commerce et d'industrie. Là encore, les débats vont au bon train. On regarde le sujet signé Charlotte Grégory. Pour cette troisième partie, c'est justement l'un des acteurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Pierre Simon, qui nous rejoint pour discuter avec Pierre Mongin. Un réseau de 170 chambres en France, 2 millions d'entreprises adhérentes, les chambres de commerce et d'industrie sont des acteurs majeurs du tissu économique. Mais voilà, l'heure est à la rationalisation de ce réseau et à la mutualisation des moyens. Alors l'objectif c'est d'optimiser pour faire mieux avec autant voire un peu moins. D'une part nous voulons alléger les charges des entreprises et mutualiser le fonctionnement. À partir de là, l'idée c'est de dire que les missions qui peuvent être rassemblées se font à l'échelle de la région. Mais la réforme ne fait pas que des heureux. En cause, ce redécoupage régional qui crée une chambre par région et une présence au niveau des territoires. Conséquence, le financement est modifié. La chambre régionale répartissant les financements vers les chambres territoriales. Les points de blocage viennent des chambres de commerce elles-mêmes. Donc il y a une vraie difficulté. Et cette difficulté est autour du noyau central qui est le financement et qui est donc plus ou moins de régionalisation et plus ou moins de pouvoir aux chambres régionales. Cette réforme bloque pour l'instant la tenue d'élections. Les présidents de CCI devraient être désignés en novembre, mais dans l'attente d'une réorganisation du réseau, le scrutin est suspendu. La mise en place de la réforme est prévue pour 2013. En attendant, il faut naviguer à vue. Alors Pierre Simon, réaction d'un des acteurs, j'ai dit, est-ce que on peut mettre entre guillemets sous la même cote des chambres de commerce très petites et des très très grosses, voire la plus grosse comme celle de Paris? Ça c'est la vie, hein. On est à des tailles différentes. Mais moi je voudrais peut-être rebondir un tout petit peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure de Pierre Mongin et sur ce que vient de dire à l'instant Charlotte Grégory. Oui. Bon, il faut absolument une réforme des chambres, absolument. C'est une responsabilité qu'on doit aux entreprises elles-mêmes. Il faut réduire, comme Madame Vautrin vient de le dire, la pression fiscale. On voit bien le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, tous. Bon, à partir de là, c'est vrai que dans le cas particulier de la région capitale, il faut qu'on ait une organisation économique qui réponde aux ambitions de la grande région capitale, mais c'est vraiment un impératif, la concurrence est là, tout le temps. Voilà. Et puis il faut qu'en même temps, on arrive à concilier ces objectifs-là, qui impliquent beaucoup de mutualisation, qui impliquent quand même un pouvoir assez fort au niveau de l'échelon régional pour ce qui est de l'Île-de-France. Est-ce que ça risque pas d'être un peu trop centralisé pour le coup? Prenons l'exemple justement de l'Île-de-France. Si demain tous les départements, il y a 2, 3 prestigieuses écoles de commerce, par exemple, elles vont se retrouver sous le même chapeau, alors que là, elles sont dans des chambres différentes. Non, mais je crois que l'autre point, c'est qu'il faut absolument trouver un schéma dans lequel on concilie la proximité avec l'entreprise, la proximité avec les élus. Quand on est dans l'Essonne, au terrain de l'Essonne, il y a des problèmes spécifiques. Donc il faut absolument concilier ceci avec la nécessité absolue de créer des mutualisations. Prenez le cas des grandes écoles. La Chambre de commerce de Paris, pour ce qui la concerne, elle a 2 marques. Elle a une marque qui s'appelle HEC Europe et HEC. Mais c'est sous la Chambre de commerce de Versailles à ESSEC, l'autre grande école prestigieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on peut se coordonner mieux? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui entre HEC et le SCP Europe, qui sont
2 écoles complètement autonomes avec leurs marques, leurs anciens élèves. Eh bien, on a un minimum de coordination au niveau de la recherche, au niveau des masters spécialisés. Donc, si on était tous autour de la table avec les SEC, eh bien, on ferait le même type de travail avec les SEC. Non, je pense qu'on serait beaucoup plus efficace. Votre regard, Pierre Mongin, sur cette réforme, non pas sur la réforme, mais sur la nécessité de réadapter justement et de faire des grands pôles, en fin de compte régionaux, ça vous paraît plus simple? Ça va dans le bon sens. Moi, je crois que l'échelon régional, c'est l'échelon pertinent pour traiter les questions économiques, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales ou au niveau des entreprises. Simplement, il faut respecter l'action de proximité de ces chambres, qui a toujours joué un rôle très utile vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises dans le commerce, dans les services ou même dans l'industrie. Donc voilà, moi je pense que ça va dans le bon sens, que ça fait partie des grandes évolutions nécessaires pour mieux maîtriser les finances publiques, comme le disait Pierre Simon. Bien sûr, il faut gérer toutes les susceptibilités, comme toujours quand on réforme en France. Oui, bien sûr. Pierre Simon parlait du Grand Paris tout à l'heure avec Cécile Cornudet et Pierre Mongin. Alors, comment les chambres de commerce doivent s'inscrire dans, en tout cas la vôtre, puisque c'est vous qui êtes concerné au premier chef. Là aussi, vous êtes favorable à ce Grand Paris? Écoutez, on est dans un contexte de concurrence mondiale extrêmement vigoureux, fort. Hein. En un mois, moi je viens d'aller dans 3 capitales mondiales, dans 3 grandes métropoles, et j'ai pu mesurer à quel point la concurrence est là. Donc, je pense que si Paris, si la région capitale entend rester dans le top, j'allais dire 5 ou 10 des capitales mondiales dans les 10-15 ans qui viennent, il nous faut absolument de grande ambition. Donc c'est vrai que nous, on s'inscrit sans aucun problème. Si on a une grande chambre de la région Paris-Île-de-France, c'est une grande chambre au bénéfice du développement économique de tout cet ensemble. Donc je crois que c'est vital. Est-ce que quand même ce Grand Paris et tous les projets qui sont en ce moment en train d'être discutés, il n'y a pas un effet pervers? Enfin moi je suis un grand défenseur des centres-villes qui se sont quand même, là vous parliez de tendances lourdes et longues depuis 30 ans, c'est pareil, ça s'est terriblement appauvri au bénéfice, au profit de la périphérie, c'est normal, les gens suivent leurs clients. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un danger de voir encore les centres-villes, entre guillemets, appauvris, puisque... Non, c'est exactement l'inverse. Vous avez eu un développement dans les années 70 de grands pôles commerciaux basés sur le modèle américain, c'est-à-dire le tout automobile. Les malls. Le tout automobile. Si vous prenez Vélizy 2, qui est un des plus grands centres commerciaux d'Europe, qui marche très bien. Ou les 4 temps à la Défense, par exemple. Non, je vous prends volontairement Vélizy 2. Vous n'avez aucun moyen de transport en commun pour atteindre Vélizy 2. Est-ce que c'est concevable avec le développement durable d'avoir ce genre de situation? Résultat, après coup, avec de très gros efforts, on est obligé de mettre en place un tramway un jour pour essayer de soulager une situation qu'on n'arrivera jamais à complètement régler. Là, avec la logique du Grand Paris, c'est l'inverse. On considère que c'est le transport qui va façonner et modeler les territoires. Bien sûr, pour mieux faciliter la vie quotidienne des gens d'aujourd'hui, mais aussi attirer des activités et de l'emploi pour demain. Et donc on inverse la logique. Là, c'est en réalité le transport qui va créer de l'activité, de l'emploi, de la richesse. Alors les centres-villes, dans ce schéma, du transport en commun réhabilité en quelque sorte, profitent directement de cette situation. En réalité, ce qu'on pense, nous, à la RATP, c'est que, comme l'a dit d'ailleurs M. de Margerie il y a quelques jours, le prix du pétrole va augmenter. On est entré dans l'ère de la fin du pétrole. Et par conséquent, le prix des déplacements va devenir très coûteux en automobile un jour. Ce n'est pas un choix idéologique, ce sera un choix économique. Et par conséquent, les commerces de centre-ville, croyez-moi, dans ce contexte, sont promis un très bel avenir. Oui, Pierre Simon. Mais on a réuni avant-hier soir les associations de commerçants, non seulement de Paris, mais de toute la grande banlieue parisienne. Je dis le centre-ville de Paris, mais ça va être le centre-ville justement de Versailles, le centre-ville de Nogent-sur-Marne, que sais-je. Moi, je constate le contraire. Moi, je constate au contraire qu'il y a un retour dans le centre-ville. C'est pas forcément le centre-ville, il y a Paris, mais il y a toutes les autres communes. Donc, je constate qu'il y a un retour. Je constate que les élus locaux ont le souci, et souvent ils nous le demandent, c'est une commande qui nous passe, de voir comment ils peuvent réanimer leur commerce local. Et je constate en tout cas, moi j'en ai fait l'expérience avant-hier soir au travers de cette réunion où il y avait quand même 300 présidents d'associations de commerçants, que le commerce aujourd'hui qui se modernise, le commerce de proximité qui sait se moderniser, eh bien il marche, et il marche bien. Donc on le voit partout, les chiffres sont là, hein, il y a un retour vers le centre-ville. Voilà, moi je revenais juste une seconde sur nos problèmes consulaires.
il y a un vote aujourd'hui au Sénat. Bon, nous, on soutient les projets tels qu'ils ont été aujourd'hui élaborés par la Commission Affaires économiques. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du Sénat après, mais en tout cas, on n'a pas d'état d'âme. Et j'espère qu'on va rester en ligne avec ce projet d'une belle chambre de commerce par Île-de-France au bénéfice de toute la région. Alors moi je reviens un instant aussi sur les commerces de centre-ville. On a vu par exemple que dans le tramway de Bordeaux, il avait revitalisé là où il passait des quartiers qui étaient un peu morts ou un peu ternes. Est-ce que le tramway n'est pas aussi une bonne solution pour revitaliser les centres-villes? Et en clair, est-ce que demain ça sera plutôt du métro, plutôt du tramway? Et un peu la réaction de Pierre Simon, il faut les deux. Il faut les deux, indiscutablement. Ils n'ont pas la même vocation. Le métro dont on parle, la boucle Arc Express, Grand Paris, c'est plusieurs millions de voyageurs par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Déjà, la ligne A du RER, c'est 1 million par jour. Bon, ça vous donne l'ordre de la jauge. Bon, le tramway, qui est parmi ceux qui marchent le mieux en France, qui est le tramway de Paris, les Maréchaux, T3, il y a 130 000 voyageurs par jour, ce qui est un succès incroyable. Bon. Mais ça vous montre bien qu'on n'a pas tout à fait les mêmes dimensions et les mêmes capacités pour traiter ces problèmes de mobilité. Donc il faut les deux. Et actuellement, la RATP construit et va livrer, avant la fin de 2012, 40 km supplémentaires de tramway en Île-de-France. En tout, on va avoir 100 km de tramway en Île-de-France. C'est un changement considérable. Partout où on passe, que ce soit en Seine-Saint-Denis, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, que ce soit dans les Yvelines, que ce soit dans l'Essonne, on revitalise la ville, on recrée un espace urbain qui réattire l'activité, l'emploi, les commerces. Voilà. Donc les élus sont tout à fait, je pense, partisans de cette solution. C'est un peu cher le tramway, c'est vrai. Il faut faire des efforts d'investissement, que ce soit pour le STIF ou pour la RATP ou pour l'État. Mais je pense que c'est tout à fait important pour que Paris et la région parisienne restent compétitifs dans le monde. Réaction du membre du STIF, parce que vous êtes membre du syndicat justement des transports. Oui, effectivement. Je représente le monde économique au niveau du STIF. C'est un sujet passionnant. On en parle souvent avec Pierre Mongin. Non, par rapport à la question, dans l'histoire d'un métro, il y a 2 étapes. Il y a la première étape durant laquelle le commerce, il faut reconnaître, est extrêmement pénalisé. Parce que dans toute la période de travaux, alors qu'est-ce qui effectivement est le plus pénalisé? C'est quand même le commerce. Dans ces cas-là, on est à leur côté, on essaie de voir comment on peut limiter les incidents, les dégâts. On est à leur côté pour essayer de voir comment on peut être indemnisé. Voilà. Ce que je constate. Alors effectivement, cette période est une période de grosse contestation. Et après, je crois, il y a quand même une vraie satisfaction. D'un mot, Pierre Mongin, en guise de conclusion, le mix de tramway-métro, il va être de quelle proportion? Vous allez jouer sur les deux? Oui, le Grand Paris, vous voyez, c'est 130 km de métro, automatique. Et le tramway, là, nous allons, je vous dis, livrer 40 km supplémentaires aux autorités régionales qui nous les ont commandés. Et donc, on va avoir... Mais je pense qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue les tramways dans les années à venir. Il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle étape à partir de 2014. Alors rendez-vous. Les grands équipements, moi je voulais simplement vous dire que si vous regardez Pékin, Pékin vient de construire à peu près 200 km de métro, enfin de transport public, et ils m'ont dit il y a un mois que pour les années qui viennent, construction de 200 km supplémentaires. C'est ça notre concurrence. Rendez-vous est pris, donc merci Pierre Simon, merci Pierre Mongin. Voilà, vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude sur www.publicsénat.fr. La semaine prochaine, Xavier Fontanet, le patron du groupe Essilor, un groupe fantastique, va être l'invité de Leader.